Il y a un sujet, Mathieu, que j'aimerais bien aborder avec toi, ce sont les apports de la philosophie ou de la psychologie bouddhiste à notre façon de faire de la psychologie ou de la psychothérapie. Moi, j'ai été frappé depuis que, grâce à toi notamment, j'ai découvert tout ce corpus des sciences contemplatives bouddhistes, de voir que certains concepts comme l'impermanence, par exemple, ou l'interdépendance ont été très bien explorés par les penseurs, les contemplatifs bouddhistes, et finalement peuvent inspirer nos propres réflexions et nos propres recherches. Ah oui, parce que beaucoup de nos difficultés viennent d'une sorte de fragmentation de la réalité. On pense qu'on a notre petit ego dans une bulle et puis que les autres sont fondamentalement distincts, différents, séparés de nous. Et ça ne correspond pas à la réalité. Donc quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, c'est un aspect dysfonctionnel. Si on se base sur une perception fausse de la réalité, un jour ou l'autre, on va se buter dans le mur de la réalité et ça se traduit par la souffrance, quelque chose qui ne marche plus dans notre existence. Donc de tenir compte du fait que les phénomènes sont changeants, que nous sommes tous interconnectés d'une façon ou d'une autre, on a beaucoup plus de chances que les choses fonctionnent et qu'on puisse aller progressivement vers un meilleur état d'être que si on part de bases qui sont fausses. Absolument, oui, oui. Mais moi, ce qui m'a surpris, parce qu'au départ, j'ai découvert tous ces savoirs bouddhistes, toutes ces pratiques bouddhistes avec l'œil d'un laïc. Donc, je ne m'attendais pas à voir tout ce raffinement, tout cet approfondissement dans la connaissance de la vie de l'esprit. Et par exemple, des concepts comme ceux d'impermanence et des pratiques méditatives également centrées sur l'impermanence sont évidemment précieuses pour nous, puisque comme tu le sais, en psychologie, des phénomènes comme la souffrance, lorsqu'on souffre, lorsqu'une douleur est présente en nous, qu'elle soit physique ou psychologique, eh bien, ces souffrances sont très aggravées par nos représentations mentales qui consistent à se dire que ça ne s'arrêtera jamais. Ouais. Quand je suis malheureux ou que j'ai mal, j'ai la conviction que cette douleur va être très longue, sinon permanente. Et j'ai beaucoup de mal à me dire, cette douleur, elle va s'arrêter à un moment donné. Et donc tout ce que vous faites dans le bouddhisme pour vous entraîner très régulièrement à comprendre et à pratiquer cette perception de l'impermanence, moi, personnellement, m'a beaucoup inspiré. Je pense que je ne suis pas le seul. Évidemment, ça, c'est un aspect d'une investigation de la réalité extérieure, dans le cas de l'impermanence et de l'interdépendance, qui n'appartient pas aux bouddhistes. Je veux dire, si un physicien japonais trouve une nouvelle particule, elle n'est pas japonaise, elle existe ou elle n'existe pas. Donc, si ça correspond à la réalité, c'est vrai que c'est utile de mieux comprendre ça. Donc ça, c'est un petit peu à la fois une relation au monde extérieur, la permanence, l'interdépendance, c'est pas seulement dans le monde de l'esprit, mais sur tout l'ensemble des phénomènes. Il y a aussi un aspect de la science contemplative bouddhiste qui est une connaissance extrêmement nuancée et fine de la façon dont les pensées surgissent, dont elles s'enchaînent, parfois pour nous enchaîner nous-mêmes, la façon dont les émotions surgissent, d'avoir une catégorisation des émotions qui n'est pas simplement aller vers ou s'éloigner d'eux, mais des émotions qui vont contribuer à notre bien-être et à celui d'autrui, au contraire, vont miner. Donc on a une conception différente de ce qu'on appelle l'émotion positive ou négative, parce que positive, pendant bien longtemps, ça a été aller vers quelque chose. Donc le désir même assoiffé, c'était positif parce que ça allait vers. Oui. Alors qu'en fait, dans le bouddhisme, c'est négatif parce que ça a moins de bien-être et davantage de souffrance. Donc cet aspect-là aussi, comme c'est basé, encore une fois, sur une approche empirique de la façon dont notre esprit fonctionne, je me rappelle, notamment dans un contexte purement laïque, au MIT de Boston, on avait fait un des rencontres Mind and Life sur l'investigation de l'esprit, où celui qui a la chaire de psychologie à Harvard, Stephen Kosslyn, a dit au début de son intervention, je voudrais rendre hommage à la masse de données expérimentales que les contemplatifs bouddhistes apportent dans le domaine de la psychologie, parce que c'est des siècles et des siècles de psychologie, en fait. Oui, et donc qui peuvent être particulièrement précieux pour nous. Par rapport à ce que tu viens de dire sur émotions positives, négatives, au début, moi, j'avais aussi une approche un petit peu perplexe de ce concept d'impermanence par rapport au bonheur. Parce qu'évidemment, nos douleurs ne seront pas éternelles, mais nos bonheurs non plus ne seront pas éternels. Et ça, pour un occidental, c'est un petit peu inconfortable d'accepter l'idée que je peux pleinement profiter de mon bonheur et d'accepter l'idée aussi qu'il ne va pas durer de manière permanente. Alors, il ne faut pas non plus confondre
l'impermanence et le fait que les choses peuvent durer d'une certaine façon. C'est-à-dire l'impermanence, ça veut dire que les choses changent à chaque instant. Mais elles peuvent aussi maintenir une certaine cohérence d'un instant à l'autre. Quelqu'un qui a une grande liberté intérieure, les choses changent. La personne va vieillir, il va acquérir de nouvelles expériences. Le monde entier change à chaque instant, donc nous relions à ce monde entier. Donc il y a des changements, mais on peut maintenir une sorte de fil d'Ariane d'une manière intelligente de gérer tout cela, de sorte qu'on soit moins vulnérable. Ça ne veut pas dire que notre bonheur, c'est comme un bloc qui ne bouge plus, on est 100% à tout moment, mais il y a une certaine constance dans notre ligne de base qui peut changer. L'endroit où on revient au travers de ces fluctuations impermanentes de joie et de souffrance, si on est ici ou là, ça fait une différence. Donc la ligne de base, quand on regarde à l'intérieur de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on voit, de la tristesse ou une forme de joie, ça s'acquiert aussi par l'entraînement de l'esprit. Mais ça nécessite qu'on fasse une petite révolution dans notre façon d'appréhender le bonheur, puisqu'une fois de plus, moi je te parle en tant qu'occidental évidemment, nous avons tendance à vouloir capter ces instants de bonheur en les figeant, en les immobilisant. Autant suspend ton vol, surtout quand rien ne bouge. Et ce que nous avons à développer en tant qu'être humain tout au long de notre vie, c'est une vision du bonheur plus flexible, plus adaptative, plus dynamique, où on doit comprendre que, par exemple, une relation avec mes enfants, ils ne partageront pas les mêmes bonheurs, mes enfants et moi, lorsqu'ils seront bébés, lorsqu'ils seront plus grands, lorsqu'ils seront ados, lorsqu'ils seront adultes, tout ça va changer. Je ne peux pas vouloir garder mes enfants comme source de bonheur lorsqu'ils ont 20 ans, de la même façon que quand ils avaient 20 jours. Et c'est ça aussi, moi, qui m'a beaucoup fait réfléchir sur le bonheur, toute cette vision bouddhiste, notamment par rapport aux sources d'attachement. Et ma conclusion, c'est que finalement, nous avons à savourer nos bonheurs, mais nous avons aussi à faire cet effort de comprendre que tout va changer en permanence et nous devrons nous adapter, modifier notre façon d'être en lien avec eux ou en absence de lien. Une dernière chose sur l'impermanence, c'est qu'on se dit « Ah, l'impermanence c'est terrible, rien ne dure, les joies ne vont pas durer, on va perdre tout ce qu'on aime. » Mais il y a aussi un aspect extrêmement créateur de l'impermanence, parce que le changement nécessite l'impermanence. Je veux dire, si on veut passer d'un état d'esprit de façon prédominante coléreux à un état d'esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus calme et serein, au travers d'un entraînement, il faut bien qu'il y ait de l'impermanence pour tout ça. Parce que sinon, si nos traits de caractère étaient eux aussi figés, ce n'est pas la peine de se fatiguer à essayer de changer. Donc l'impermanence, ce n'est pas seulement que des mauvais côtés, au contraire. L'impermanence, c'est ce qui permet à cet entraînement de l'esprit d'avoir ses fruits. Parce que passer de la graine au fruit, c'est un phénomène lié à l'impermanence. Donc l'entraînement de l'esprit n'est concevable que grâce à la qualité impermanente de ce flot dynamique de conscience. Donc ce n'est pas du tout seulement l'impermanence, c'est perdre tout ce qu'il y a de bon, c'est tomber de là quand on est haut, c'est quand on est riche, on va devenir pauvre, quand on est heureux, le lendemain, on va être malheureux. C'est aussi la possibilité d'un épanouissement qui est mené à bien avec discernement et intelligence et persévérance. Merci, cher Mathieu. Voilà qui est réconfortant. On continue dans l'impermanence.